je travaille sur l'inventaire et la protection de pas mal de petites bestioles. Ça peut être comme ici le calotriton, mais parfois aussi des lézards, serpents, etc. sur toute la région. Ça fait 20 ans maintenant que je fais ça. Voilà. On essaye de protéger évidemment les espèces, mais aussi surtout leurs habitats, vu qu'une espèce sans son habitat, ça n'a pas grand sens. Pour le faire dans l'ordre, ce ruisseau va se jeter dans la Gailleste, qui elle-même va se jeter dans la Dour. Et ici, on est sur une station historique du calotriton des Pyrénées, puisque ça a été, si ma mémoire est bonne sur le versant français, la première station répertoriée en dessous de 1000 mètres d'altitude, à l'époque par Raymond Despax, qui était un chercheur toulousain. Donc le calotriton des Pyrénées, qu'on appelait avant le procte des Pyrénées, c'est un amphibien urodèle, donc un salamandridé, quelque chose qui appartient au grand groupe des tritons, des salamandres, etc., qui est strictement endémique de la chaîne des Pyrénées, c'est-à-dire qu'au monde, on ne le trouve que dans les Pyrénées. Et donc la France a une responsabilité conservatoire énorme vis-à-vis de cette espèce, puisqu'elle détient environ 50%, la moitié de l'effectif mondial de cette bestiole. Et le premier travail sur cette espèce a consisté à l'inventorier, à la cartographier, parce qu'évidemment on peut protéger une espèce que là où elle existe, pas là où elle n'existe pas, et donc il faut savoir où elle existe. Ce qui n'est pas évident sur un animal qui est discret, qui habite un type de milieu assez particulier, souvent des terrains montagnards qui sont plus ou moins difficiles d'accès, parfois c'est facile, parfois ça l'est moins. Et donc ça a pris beaucoup de temps en fait, ça a pris pratiquement une trentaine d'années. On a été plusieurs associations, plusieurs organismes de protection et d'inventaire de la biodiversité à travailler là-dessus. Et récemment, ça nous a amené d'ailleurs à publier une grosse synthèse sur l'espèce où on fait le point un peu sur la répartition connue. Donc c'est une bête qu'on va trouver exceptionnellement à partir de 250-300 mètres d'altitude, mais beaucoup plus fréquemment en fait sur la tranche d'altitude qui va de 1000 mètres à 2000 mètres. Donc grosso modo étage montagnard et puis l'étage subalpin à peu près. Et il y a pas mal quand même de populations qui subsistent à des altitudes beaucoup plus basses, comme ici, sur le versant nord du Monnet de Bagnères, vers les 700-800 mètres. Et qui sont évidemment très menacées par le réchauffement climatique, puisqu'on a affaire à une espèce qui est vraiment strictement liée à des eaux dont la température ne dépasse pas les 15 degrés. Exceptionnellement, ça peut temporairement monter jusqu'à 20 degrés, mais c'est assez anecdotique. Et en général, c'est des eaux qui sont comprises autour des 13-15 degrés, quoi. Donc des eaux qui sont fraîches, très oxygénées et d'une très bonne qualité écologique. Et ici, on est en limite altitudinale inférieure. Et donc évidemment, ce sont des populations qui sont directement exposées au réchauffement climatique, puisqu'on sait que ça va entraîner un rehaussement des étages de végétation. Et ici, on est dans un contexte de transition entre étages collinéens et étages montagnards. D'ici quelques décennies, on sera dans le collinéen, voire dans un collinéen très très dégradé, qui tendra plutôt vers le planiscière quasiment. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que le procte, il a une répartition en altitude qui est assez étendue. À très haute altitude, il vit dans des environnements où il n'y a pas d'arbres. Par contre, à basse altitude, il est toujours dans des environnements forestiers. Et ça a son importance parce que la couverture forestière, l'ombre apportée par les arbres et l'humidité entretenue par les arbres, en fait, concourent à maintenir localement un microclimat frais et humide. Et donc le maintien d'une couverture forestière intacte, ou en tout cas gérée de manière intelligente, c'est très important dans le contexte de réchauffement climatique parce que ça permet aux habitats qu'ils fréquentent de se maintenir justement dans un certain état de fraîcheur et d'humidité. Alors c'est une espèce qui est liée à des petits ruisseaux en général, à des cours d'eau à débit assez faible. Et souvent avec des accidents topographiques, c'est-à-dire qu'il faut une succession souvent de petites cascades et de vasques. Et il apprécie de se tenir dans les vasques justement où le courant est un peu moins fort et où il peut accomplir la totalité de son cycle de vie, reproduction, ponte, etc. Indicatrice de la qualité d'un milieu, c'est certain, parce qu'aujourd'hui on a les données pour prouver qu'elle est vraiment liée à des eaux de qualité.
fort degré d'oxygénation, pollution nulle ou faible, etc. etc. Et souvent, c'est des eaux, je dirais, qu'on peut boire sans souci. Le souci, c'est qu'elle est vraiment en tête haute de bassin versant. Et par exemple, sa répartition sur un ruisseau donné n'est pas forcément recouvrante avec celle d'autres espèces emblématiques des Pyrénées, comme le dessement par exemple. Le dessement aura tendance à préférer des lames d'eau un peu plus conséquentes et donc à se situer un peu plus bas sur un même ruisseau. Le calotriton, lui, il occupe vraiment les têtes hautes de bassin versant, quasiment à l'aval immédiat des sources en fait, hein, et des débits qui sont souvent très très faibles et qui sont pas ou peu compatibles en fait avec la présence du dessement. Après, il peut cohabiter avec d'autres espèces. Je pense à certaines libellules comme le cordulégastre bidenté par exemple. Et il est par exemple, par ailleurs lié à beaucoup d'invertébrés aquatiques qui sont en majorité indicateurs d'une qualité des eaux très élevée. Ça peut être notamment des larves de friganes au sens large, de plécoptères, éphéméroptères, etc., dont il se nourrit d'ailleurs, qui sont ses proies favorites. Et il est vraiment, oui, c'est véritablement un indicateur écologique plutôt fiable. Ouais. Ouais. Par ailleurs, c'est une espèce qui n'est pas du tout adaptée à la présence de poissons, vu que naturellement, les poissons ne sont pas présents dans son habitat. Parce que les poissons, bon, les truites, elles ont beau être capables de remonter des rapides ou ce genre de choses. Par contre, elles sont complètement incapables de franchir des cascades de 10 mètres. Et les ruisseaux dans lesquels ils vivent, en général, sont barrés d'obstacles topographiques comme les cascades. Ce qui fait qu'il n'y a pas de poissons en fait, dans les ruisseaux où ils vivent. Et ça pose d'ailleurs pas mal de problèmes parce que la quasi-totalité en fait, des lacs des Pyrénées étaient autrefois occupés par le calotriton, qui était tout seul avec d'autres amphibiens, des libellules et des tas d'autres organismes. Et puis tous ces lacs, en fait, dans les années 50, 60, 70 et jusqu'à aujourd'hui, ont été empoissonnés. On a introduit des poissons, au début à dos d'homme, par la suite avec l'aide de l'hélicoptère. Et ce qui fait qu'on a introduit une concurrence pour lui, à laquelle il n'était pas du tout adapté, vu que les poissons étaient naturellement absents de ces lacs. Et ça a causé l'effondrement démographique de pratiquement toutes les populations de calotritons des Pyrénées lacustres. Il y a d'autres menaces, les sports d'eau vive par exemple, canyoning, aujourd'hui ruisseling. Ça c'est des choses qui n'existaient pas avant les années 80 grosso modo. Au début c'était une pratique confidentielle dans la Sierra de Guara en Espagne, et puis ça a explosé sur l'ensemble de la chaîne. Il y a des topos sur internet qui proposent des dizaines et des dizaines de canyons praticables, que ce soit dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les Hautes-Pyrénées, en Ariège, dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude, etc. Bon, mais ça c'est nouveau hein, pour le calotriton. Les petits ruisseaux de canyon, il était tranquille là-dedans. Quand c'est fréquenté par des dizaines et des dizaines de personnes plusieurs fois par semaine, bon, ça peut poser problème. Il y a des publications hein, qui mettent en évidence le type de perturbation que ça peut engendrer. Après, il y a l'exploitation forestière. Ça aussi, c'est pareil. Jusqu'aux années 50-60, il n'y avait pas toutes les pistes forestières qu'il y a aujourd'hui dans les massifs, notamment du front nord pyrénéen. Et aujourd'hui, les populations de calotritons, les ruisseaux où vit le calotriton sont très souvent franchis par des pistes forestières qui, en règle générale, respectent le milieu aquatique. Hein. C'est des franchissements qui sont assez propres, qui sont faits, on va dire, dans les règles de l'art. Mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et on assiste encore à des franchissements qui sont tout à fait hors la loi et tout à fait contraires, en fait, au code forestier et à la loi sur l'eau, en fait. Une microcentrale, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a tendance à se multiplier. Ça peut impacter aussi. Même si dans la plupart des cas, les études d'impact, quand même, jouent le jeu et respectent les règles du jeu. Il peut y avoir quand même des petites tentatives de passer outre. Après, la pollution, bien sûr. Quand il y a des routes fréquentées, type route d'accès à des stations de ski ou à des sites touristiques, il peut y avoir un apport de polluants, hydrocarbures, les sels de déneigement, etc. etc. Mais la grosse menace, je dirais, qui pour l'espèce actuellement, c'est le réchauffement climatique. Et dans ce contexte global de réchauffement climatique, qui est adverse pour l'espèce, n'importe quelle atteinte localement démultiplie les effets en fait. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que les habitats restent en bon état
à échelle du massif ou à échelle de la tête de bassin versant. Parce qu'on sait très bien qu'un écosystème en bon état, c'est un écosystème qui a on va dire, une immunorésistance très supérieure aux changements environnementaux d'ordre plus global, quoi. Donc cet animal, il a des particularités écologiques assez marquées, hein, mais il a des traits de vie, des caractéristiques biologiques qui sont aussi très particulières. C'est un animal en fait qui est assez peu producteur de jeunes et d'œufs et qui compense ça par une forte longévité. Ces stratégies qui sont partagées par d'autres animaux endémiques des Pyrénées, comme par exemple les lézards des Pyrénées d'ailleurs. Et cette faible productivité, en fait, elle entraîne une vulnérabilité potentielle au moindre déséquilibre démographique. C'est-à-dire que par exemple, la moindre introduction de poissons qui ferait que les larves sont prédatées, ça assure une rupture dans le renouvellement générationnel. Et après quelques années, on va se retrouver avec une génération d'adultes manquantes. Et donc un trou, un creux démographique qui à la longue, si ça se répète, peut entraîner de vrais problèmes de renouvellement populationnel et d'extinction. On a des cas d'extinction avérée ou de calotritons, notamment dans des lacs où des poissons ont été introduits. Mais récemment, là, depuis quelques années, il y a un groupe de travail spécifique calotritons des Pyrénées qui s'est monté, qui fédère en fait plusieurs organismes qui travaillent de plus ou moins longue date sur l'espèce. Donc ça peut être des associations départementales ou régionales de protection de la nature, mais aussi des laboratoires de recherche. Et on s'est tous réunis pour travailler là-dessus, pour réfléchir là-dessus et pour voir ce qu'on pourrait faire. Nous, ce vers quoi on aimerait se diriger, c'est un plan national d'action pour cette espèce qui, malgré son statut d'endémique pyrénéen et les degrés de menace qu'expose par exemple la liste rouge des espèces menacées en France et dans le monde, c'est une espèce qui est menacée, qui est listée sur la liste rouge, n'a pas encore par exemple le statut directive habitat qu'elle mériterait d'avoir. Et donc aujourd'hui elle est pas forcément intégrée au réseau Natura 2000 et nous on aimerait beaucoup que ce soit le cas parce qu'elle est quand même, c'est un patrimoine biologique qui est unique. En France on a la chance d'avoir la moitié de l'effectif mondial quand même d'une espèce qui est très originale et il faudrait tout faire évidemment pour préserver ce patrimoine qui est purement pyrénéen, quoi.